Hier, notre Premier ministre a enfin dit à l'Assemblée nationale ce qu'il comptait faire. C'était son discours de politique générale. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ça a été le bordel, que j'ai beaucoup aimé l'homme et que je déteste ses solutions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est sur l'onglet boutique de la chaîne, mais je vous en parle en fin de vidéo. Bref, hier, il y a donc eu le discours de politique générale de Michel Barnier. Et comme je vous le disais en introduction, bon, ça a été le bazar, notamment à cause de LFI et à cause de certains partis politiques, peut-être qui ne veulent pas voir la réalité en face. J'ai bien aimé les réponses de Michel Barnier. Je trouve que, on dit qu'il n'a pas d'humour, mais j'ai trouvé qu'il a de la classe et bon, voilà, c'est couillon, mais j'aime bien avoir un Premier ministre qui a de la classe. Voilà, ça me manquait. Je trouvais que pour l'instant, on a un niveau d'hommes et de femmes politiques complètement catastrophique, complètement nul. J'ai toujours trouvé que Borne n'avait vraiment aucune classe. Attal, peut-être un peu, mais peut-être trop jeune aussi, je ne sais pas. Barnier, je trouve qu'il a la classe. Voilà. Donc j'ai bien aimé ses réponses. On va écouter ses réponses. Et tout le monde dit qu'il n'est pas drôle. Moi, je l'ai trouvé plutôt marrant. Donc vous écouterez, vous me direz si vous avez trouvé ça marrant aussi. Par contre, je suis désolé, mais ces solutions, quoi, c'est toujours les mêmes. On va venir chercher des sous-sous dans votre poche. Vous allez voir, j'ai regardé ça un peu. On va venir chercher des sous-sous dans votre poche. Et comme d'habitude, eux ne changeront rien à leur vie. Et c'est ça, je trouve lamentable. Alors, on va démarrer parce qu'il y a beaucoup d'onglets. La vidéo risque d'être un peu longue, mais enfin, c'est aussi à ça que ça sert les premières du midi, hein, de 13 h. Ça vous permet de discuter entre vous dans le chat. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Et puis ça permet, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc j'ai trouvé intéressant de prendre le temps, de regarder. On ne va pas tout voir parce qu'il y avait vraiment trop de choses, mais de prendre le temps et de regarder. Évidemment, vous êtes sur une chaîne d'économie, donc on va parler un peu d'économie. Et moi, je pense que le problème central de la France dans les mois qui viennent va être économique. Il va être économique parce que on a un déficit abyssal, beaucoup plus important que ce qu'on pensait. D'ailleurs, il est de plus en plus certain qu'ils nous ont menti volontairement. On n'a plus aucune crédibilité vis-à-vis des gens qui nous prêtent de l'argent. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on a plus que, enfin, vraiment, il faut avoir ça en tête. Les gens qui prêtent de l'argent actuellement à la France ont plus confiance en l'avenir de la Grèce qu'en l'avenir de la France. Nos taux d'intérêt sont supérieurs à ceux de la Grèce. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est qu'à 5 ans, puisque c'est nos taux à 5 ans qui sont supérieurs à ceux de la Grèce, à 5 ans, les grands organismes ou les gros trucs de type BlackRock, etc., ont plus confiance en la Grèce qu'en la France. C'est vous dire à quel niveau on est. Donc, on se retrouve face à un mur que je décris depuis longtemps, mais on se retrouve vraiment face à un mur. Et je pense que ça va vraiment, vraiment jouer sur notre avenir. C'est vraiment ce qui va conditionner tout le mouvement du gouvernement dans les mois qui viennent. Ça me paraît absolument clair. Donc, alors, il y a l'insécurité, il y a d'autres choses, mais je pense que celui-là va être central parce que on sent venir de plus en plus une mise sous tutelle, une troïka. Quand je dis qu'on est moins bien vu que la Grèce, je vous rappelle que la Grèce, elle s'est retrouvée avec une troïka qu'elle n'a pas forcément choisie et qui est venue gouverner à sa place. On va se retrouver à peu près avec la même chose, à mon avis. Ça sent de plus en plus mauvais. Alors, on va démarrer déjà pour vous montrer. Je vous montre deux petits éditos que j'ai bien aimés et qui résument la situation. D'abord, qu'on nous a probablement menti, très probablement menti. Alors, il y a le Sénat qui a dit que Bruno Le Maire avait probablement pas menti, mais avait été insincère. Insincère. J'ai fait une vidéo hier là-dessus, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a juste quelques petits mots de Kevin Bossuet. Et après, je vais vous montrer une autre vidéo
qui va vous montrer l'ampleur de ce que ça veut dire, le déficit. L'ampleur de ce que ça veut dire, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais vous allez très, très vite comprendre. Alors, d'abord, on regarde, Et On est-ce a et est-ce qu'on peut évoquer le bilan de Monsieur le maire? Parce que quand même, quand il est parti du ministère de ah, je sais ce que l'économie, vous allez dire. son Mmh, successeur, Monsieur Armand, nous a raconté que c'était un bilan mirifique. Sauf que la mmh. vérité, c'est qu'il a caché l'état de nos comptes publics et la conséquence, c'est une perte de crédibilité en Europe et dans le monde et même vis-à-vis des agences de notation. on le voit clairement, hein, si notre dette est plus mal est plus est maintenant plus chère que celle de la Grèce, de l'Espagne à 10 ans et de la Grèce à 5 ans, c'est que vraiment, vraiment, on n'a plus de crédibilité, plus aucune. Ça va être mais la bérésina, hein. Monsieur Macron s'est fait élire en disant qu'il était le Mozart de la finance. Alors s'il ne l'était pas, qu'est-ce que ça aurait été? Franchement, c'est une gestion calamiteuse de nos deniers publics. Et moi, en tant que contribuable, je m'inquiète, je m'alerte. On va encore donner une dette abyssale à nos enfants et nos petits-enfants qui n'ont rien demandé et c'est irresponsable. Alors, je vous rassure, c'est pas vos enfants et vos petits-enfants, c'est vous. C'est-à-dire que mon père m'a donné à moi une dette abyssale, merci papa. Et, et enfin, évidemment, je ne parle pas de mon père, d'ailleurs, tous nos parents, hein, si vous avez la cinquantaine comme moi, tous nos parents nous ont donné une dette abyssale, abyssale, qui augmente encore avec les retraites. Donc, on a, puisque tous les retraites, tous les ans, le budget de l'État donne 80 milliards aux retraites, entre 70 et 80 milliards. C'est plus maintenant que l'éducation nationale, hein. Et il faut se rendre compte qu'un pays qui donne plus pour ses retraités que pour ses enfants n'est pas forcément un pays qui avance. Bon, mais, donc merci nos papas et nos mamans, et donc ils nous l'ont donné, mais nous, on va la gérer. Alors, nos enfants aussi, hein, moi, mes enfants qui commencent à bosser, j'en ai un, deux, trois qui ont commencé à bosser, 4. Ils ont presque tous commencé à bosser, terrible. Mais nos enfants qui commencent à bosser, eh ben, eux, ils se retrouvent avec la même dette. Et on va se la gérer, on va se la manger. C'est plus nos petits-enfants, c'est nous, et on va se la manger bien comme il faut. Tous les actifs vont se manger la dette bien comme il faut, je te rassure, Kevin. On va pas y couper, hein. Ceux qui pensent qu'on va y couper, non, non, c'est bon, on va la manger. Donc ça, c'était pour vous montrer que voilà, on a une dette effectivement abyssale, qu'on n'a plus la confiance des marchés, hein, c'est ce que je vous disais, et c'est pour ça qu'on paye plus cher que la Grèce, et que en plus, on pense réellement, il y a de plus en plus je veux dire, soit ils étaient incompétents et ils ont perdu complètement le contrôle des finances publiques, ce qui est possible. Mais vous voyez, quand on annonce 4,4 de déficit en janvier, 5,1 en avril, qu'on est obligé par la commission des finances d'annoncer 5,6 en août, et qu'aujourd'hui, le nouveau ministre de l'économie vient de dire 6,3, c'est soit on contrôle plus rien, soit on nous a menti depuis le début. Et si le nouveau ministre nous annonce 6,3, on commence à vraiment parler de 7. Hein. On entend de plus en plus le chiffre de 7 à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment catastrophique. Mais soit ceux qui ont fait ça sont des incapables, qui ne contrôlaient plus rien, possible, contrôlaient plus rien. On parle quand même de 30-40 milliards, hein, d'erreurs. Hein. Le chiffre, c'est entre 30 et 40 milliards d'erreurs. Et si on est à 7, on se rapproche de 50 milliards d'erreurs. Donc, vous voyez que ce n'est pas des petits chiffres, hein. C'est l'équivalent du budget de l'armée, hein, comme erreur. C'est quand même une grosse, grosse erreur. Donc, soit ces gens sont des incapables, ils ont perdu le contrôle, soit ils nous ont ouvertement menti. Mais dans les deux cas, vous imaginez que ceux qui nous prêtent de l'argent sont inquiets. Vous imaginez, vous, si vous deviez prêter de l'argent à un copain et que vous disiez soit ce mec-là est un menteur, soit c'est un incapable. Vous hésiteriez un peu à lui prêter de l'argent. Hein. Si vous dites ce mec-là est soit un menteur, soit un incapable, vous dites bon, je ne sais pas si je vais lui prêter du fric quand même. Bah, les grandes agences, et les grands fonds, les grandes banques et les grands fonds souverains
se posent tous la même question. C'est des incapables ou des menteurs, les Français? Donc c'est très, très, très mauvais. Et vous allez voir ce que c'est réellement que le déficit. Il faut comprendre ce que c'est, ce déficit. Alors, s'il y a des vidéos que vous ne pouvez pas voir, parce qu'il y a pas mal de vidéos dans ce que je vais vous montrer, s'il y a des vidéos que vous ne pouvez pas voir, parce que parfois j'ai YouTube qui me demande de les couper parce qu'il y a des droits d'auteur, des trucs comme ça, les liens sont dans la description. Donc si jamais ça bloque, le lien est dans la description et je ferai en sorte de le mettre très, très visible pour que vous alliez la voir facilement. Donc c'est Dominique Régnier, qui nous parle en fait de ce que c'est réellement le déficit. Parce que vous savez, on vous parle en PIB, mais le PIB, on vous dit c'est moins 4,4 du PIB ou moins 6 du PIB maintenant, moins 7 du PIB à la fin de l'année. Mais le PIB, c'est l'ensemble de la richesse créée dans le pays. Bon, on n'est pas encore en URSS, ça va venir, hein, mais pour le moment, on n'est pas encore en URSS ou au Venezuela. Donc, l'ensemble de la richesse créée dans le pays n'appartient pas à l'État. Vous pouvez encore en garder un peu. Réjouissez-vous parce que ça ne va pas durer. Et, euh, du coup, ça ne veut rien dire de parler en PIB. Ce qu'il faut parler, c'est par rapport aux recettes de l'État, à ce que possède réellement l'État, hein, aux impôts qu'il collecte. Et vous allez voir que là, on est sur des chiffres complètement délirants. Il y a un déficit de 174 milliards d'euros, soit la moitié des recettes fiscales, qui sont de 320. C'est même plus que la moitié. Vous avez donc un État qui dépense 50% de plus que ce qui se gagne. La vérité, c'est que le déficit, il est de 50% de ce qu'encaisse l'État. 50% de ce qu'encaisse l'État. Vous imaginez, vous, si tous les ans, vous dépensez 50% de plus que ce que vous gagnez. Vous voyez bien que ça va s'arrêter très, très rapidement. Très, très rapidement. Alors l'État, lui, il peut le faire quelques années parce qu'il est beaucoup plus gros que vous. Mais même chose, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et on en est à ce point-là. Je vais vous laisser écouter l'intervention de Dominique Régnier là-dessus, je l'ai trouvé très bien. Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé de tout à fait impressionnant par ces chiffres qui nous surprennent, nous ne le savions pas. Dire, moi, je suis ça de près, je sais pas, c'est pas ma spécialité, mais il faut suivre ça. J'apprends ça. Nous avons un défi. C'est incroyable. En fait, on nous a caché. Alors, moi, sur cette chaîne, je vous en parle depuis longtemps. Et je vous dis depuis longtemps que je pense que les chiffres sont bidonnés. Parce que ils ne sont pas. J'en parlais en septembre-octobre de l'année dernière. Et je vous disais, c'est curieux, ces chiffres me semblent bidonnés, parce que quand je regarde le nombre de sociétés qui font faillite, officiellement, le nombre de sociétés qui font faillite, quand je regarde les différents chiffres de croissance, je ne crois pas, je ne pense pas qu'on puisse être à ce que nous annonce l'État. Je pense qu'il bidonne les choses. Et c'est vrai que l'État nous a caché les choses. Écoutez, Est-ce que c'était, encore une fois, est-ce que c'était intentionnel, comme semble le dire le Sénat, ou est-ce que c'était juste parce que c'était des gros nuls? Je ne sais pas. Mais c'est l'un ou l'autre. Ou plutôt, je crois savoir, mais quoi qu'il arrive, c'est l'un ou l'autre. moi, ce que j'ai trouvé de tout à fait impressionnant par ces chiffres qui nous surprennent, nous ne le savions pas. Dire, moi, je suis ça de près, je sais pas, c'est pas ma spécialité, mais il faut suivre ça. J'apprends ça. Nous avons un déficit que je croyais être de 154 milliards, qui est de 174 milliards au moins. Oui. C'est colossal. C'est la moitié de toutes les recettes fiscales annuelles. C'est-à-dire que si nous avions une réponse par l'impôt, en doublant les impôts de tout le monde, TVA, etc., nous aurions un budget à l'équilibre. C'est pas possible. Vous vous rendez compte que pour avoir un budget à l'équilibre en France avec ce qu'on dépense, il faut doubler tous les impôts. La TVA, c'est plus 20%, c'est 40%. Votre impôt, toutes les taxes que vous payez, souvent sans vous en apercevoir, les taxes sur l'essence, les taxes sur l'électricité, toutes les taxes que vous payez, souvent sans vous en apercevoir, il faut les doubler. Votre impôt sur le revenu, votre impôt sur le revenu, si vous le payez, il faut le doubler, uniquement pour être à l'équilibre.
C'est vous dire à quel point on est rentré dans la folie absolue, absolue de la dépense publique. Vous imaginez un monde où on double tous vos impôts. C'est pas que ça serait compliqué à vivre, c'est que c'est totalement impossible. Et il suffira pas d'augmenter les impôts des riches. Ça, c'est des billevesées. Ça, c'est de la rigolade. C'est ce que l'on vous annonce, comme le fait qu'on vous a annoncé qu'on maîtrisait parfaitement les dépenses publiques. C'est ce qu'on vous annonce pour vous faire passer la grosse pilule. Mais vous imaginez bien que si on double les impôts d'absolument tout, entreprises, riches, pauvres, toutes les taxes que vous payez sans arrêt, la TVA, à ce moment-là, on arrive à quelque chose. Donc vous imaginez bien que c'est totalement injouable. Totalement injouable. Et quand on vous dit on va faire payer que les riches, on en parlera tout à l'heure, mais c'est du mensonge complet. C'est du mensonge complet. Et parce que si on d'abord, si on doublait tous les impôts, je veux dire, la France est complètement au tapis. Hein, c'est plus possible. Si vous avez une TVA à 40%, vous allez acheter quoi? Tout le monde se révolterait et puis le pays serait cassé, l'économie serait cassée. Donc, inévitablement, il faut faire des économies sur les dépenses, inévitablement. Et donc, ça suppose, là aussi, ce que nous n'avons pas de grandes chances d'avoir suffisamment, malheureusement, ça suppose un consensus politique raisonnable. Ça suppose aussi, pardonnez-moi de le dire en ces termes, mais l'amour du pays. Encore, En quoi c'est lié à l'amour du pays? Parce qu'il faut que, moi je suis un peu malheureux de cela, parce qu'il faut que les politiques comprennent que la situation est très très grave et que s'ils ne cessent pas un tout petit peu de penser aux élections qui viennent, je suis désolé, mais c'est quand même une vérité, c'est inouï, s'il n'y a pas cette idée que on doit quand même faire en sorte que ce pays passe ces années qui viennent, qui vont être si difficiles, avec le plus d'accords communs sur des mesures qu'il faut prendre pour avoir une trajectoire et rassurer tout le monde, ceux qui nous prêtent de l'argent, surtout l'extérieur, et puis les Français sur l'état du pays, on ne peut pas y arriver. Si on joue dans ce contexte-là à se situer tactiquement pour mettre en difficulté l'un et l'autre et se mettre en avant pour la présidentielle de 2027, alors là, on est sûr que ce sera une catastrophe. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Je voulais vous passer des extraits d'abord pour vous montrer qu'on nous avait caché des choses, volontairement ou par incompétence, je ne sais pas, mais on nous avait caché des choses. Et puis, j'aimais bien Dominique Régnier qui fait le lien avec la suite, c'est-à-dire de dire, bon, ce qu'il faudrait, c'est que nos hommes politiques fassent un grand consensus. Évidemment, peut-être pas tout le monde d'accord, ça c'est illusoire, mais un grand consensus entre les partis. Ils disent, écoutez, la situation, elle est absolument gravissime, gravissime. On va mettre un vieux, donc c'est les derniers postes, Michel Barnier, par exemple, au poste de Premier ministre. Et comme ça, il va endosser toute l'impopularité de ce qui va se passer, parce que il n'y a pas de repas gratuit. Hein. Il n'y a pas de repas gratuit. Et contrairement à la dernière vidéo que je vous ai prévue. Mais bon, mais pour vous, il n'y a pas de repas gratuit. Et du coup, il va pas falloir payer et ça va être sanglant. Et ça va être sanglant, ça c'est très très clair, parce que maintenant, on est vraiment dans le mur. Et ça va être très très sanglant dans les 2 années qui viennent. Et donc, il faudrait un accord en disant, bah, écoutez, on prend Barnier, il va endosser toutes les mesures sanglantes, mais à son dernier poste, à 73 ans, il va pas se présenter pour autre chose. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'il était juste haut fonctionnaire à l'Europe, à ceci, à cela. Donc, il n'a plus de mandat électif depuis longtemps. Donc, on en met un, il prend tout sur la tête. Nous, on le soutient en faisant passer toutes ces lois de justesse, en ne le censurant pas, et voilà. Et ça passera comme ça. J'y crois de moins en moins.
J'y crois de moins en moins parce que ce que l'on obtient quand on regarde le discours de politique générale de Michel Barnier hier, eh bien, c'est le bordel. Voilà. C'est le bordel à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir, donc on va avoir d'abord le bordel à la nationalité, à l'Assemblée nationale, les réponses de Barnier que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et derrière, par contre, vous allez voir les mesures qui vont être prises. Bah, c'est pas. La seule chose qui est claire, c'est qu'on va prendre de l'argent dans vos poches, quoi. C'est clair. Donc voilà. Alors, on va d'abord voir le bazar à l'Assemblée nationale. Voyons ça. Et la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, Là, vous avez. les militaires. Vous avez LFI là qui ils lèvent leurs différentes cartes d'électeurs. Et il y en a même un, si vous regardez bien dans l'image, tout en haut, juste en dessous, vous savez, il y a image en direct, Assemblée nationale Paris. En dessous de Paris, vous en avez un, il a oublié sa carte d'électeur, donc il lève la main, il n'a même pas de carte d'identité d'électeur. C'est le champion du mois. C'est il fait comme les copains, mais lui, il a oublié sa carte d'électeur. Donc voilà. Mais en dehors de ça, voilà, ils ont. Alors, à l'Assemblée nationale, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Hein, nous, on n'entend pas trop parce que, en fait, ce qui est retransmis par la télévision, c'est ce que captent les micros. Or, il n'y a que le micro de Barnier qui est allumé, donc on n'entend que Barnier. Mais dans l'Assemblée, vous entendez bien. Et voilà, ça dure, ça fait Barnier, ça fait 1 minute à peu près qu'il parle. Et ça y est, c'est déjà le bordel par LFI. Qui assurent notre sécurité dans des conditions toujours plus dangereuses. Et la vie quotidienne. Donc voilà, on a ça et on voit déjà, bon, qu'on a un groupe qui a décidé de bordéliser le pays, de bordéliser l'Assemblée nationale et qui n'en a rien à foutre en fait. Écoutez, on va retenir une chose du discours de Michel Barnier qui a fait au fond peu de mesures concrètes. On va retenir. Vous allez voir, ça c'est fou, vous allez voir les mesures concrètes, c'est uniquement le fric qu'on va vous piquer. La France insoumise fonctionne comme ça depuis 2022 et c'est voilà, c'est l'Assemblée nationale que l'on voit. Alors la France insoumise, c'est vrai, et puis on a de temps en temps aussi d'autres formations politiques ou d'autres politiciens tout court qui vétupèrent, qui hurlent, etc. Et c'est là-dessus que moi j'ai bien aimé Michel Barnier. On va juste voir déjà ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 par rapport à ça. On va prendre 2-3 minutes pour voir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1. Mais et après, on verra justement pourquoi j'aime bien Michel Barnier. Voilà. Enfin, plutôt, ce qui me plaît bien chez Michel Barnier, parce que le gars en lui-même, pour moi, c'est un centriste mou, comme on en a vu défiler des milliers. Il a appartenu à tous les gouvernements mous qu'on a pu avoir avec la droite, et finalement, il a eu des résultats médiocres, comme tous les mous. Donc voilà, c'est pas, je ne suis pas amoureux du bonhomme, mais on verra qu'il a quand même une certaine classe qui me plaît beaucoup. Montrer sa carte d'électeur, c'est mettre le bordel. Ils sont fragiles, les fafitos. Non, montrer sa carte d'électeur, c'est pas mauvais, c'est pas mettre le bordel, Kazok. C'est juste hurler. Tu as le Premier ministre qui vient faire son discours de politique générale. Et tu auras l'occasion de lui répondre. Bon, bah, il me semble qu'au lieu d'hurler, tu l'écoutes. Tu écoutes son discours, qui en plus n'a pas été hyper long. Tu écoutes le discours, tu prends tes notes, et derrière, tu critiques le discours. Tu vois, c'est ça l'éducation. Et je dirais même que c'est ça l'intelligence. Parce que pendant que tu hurles comme un bœuf, tu n'écoutes pas le discours du gars en face. Et donc, tu ne sais pas ce qu'il est en train de raconter. Et donc après, tu vas dire des grosses conneries, comme Mathilde Panot. Tu vas dire des grosses conneries qui n'auront rien à voir avec ce qu'il a raconté. Alors, Mathilde Panot est
le patron du groupe communiste aussi, qui a dit d'énormes conneries. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui a dit: «Non mais, j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit». Et le mec a fait: «Bah, effectivement». Oui, parce que alors, le président du groupe communiste a été correct, hein, il a bien écouté, mais le problème, c'est qu'à côté de lui, il y a tout LFI qui hurlait et du coup, vous ne pouvez pas répondre. Parce qu'encore une fois, nous, on entend ce que dit le Premier ministre parce que, nous, à la télé, on ne retransmet que le son des micros, mais dans l'Assemblée nationale, non. Vous avez, 20 gogoles ou 50 gogoles qui hurlent, bah, vous entendez plus rien, quoi. Quand je dis gogol, c'est pas uniquement LFI, hein, mais, vous avez 20 personnes, on va dire, ou 50 personnes qui hurlent, bah, vous n'entendez plus rien. Et dans ce cas, voilà, c'est effectivement, c'est mettre le bordel. Puisque, bah, voilà, par exemple, le patron des communistes a fait une réponse complètement en dehors des clous et forcément, le Premier ministre lui a fait remarquer, quoi. Sinon, le discours de Barnier est intéressant. Si, oui, mais je me méfie beaucoup des discours parce que, tu le discours d'Attal était intéressant, le discours de Borne était intéressant, mais on va voir les actes. Parce que, encore une fois, dans son discours, les seuls trucs qui ont été clairs et précis, c'est l'argent qu'il venait chercher dans votre poche. Le reste, j'ai pas trouvé ça clair et précis. Si quelqu'un a pu filmer en particulier cet excentrique qui n'a pas arrêté d'hurler, comment voulez-vous que nos jeunes soient respectueux lorsqu'ils assistent à un si lamentable spectacle? Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de jeunes qui regardent. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de jeunes qui regardent. Je suis RN, je suis content, je n'aurai rien de plus à bouffer demain, mais d'un autre côté, Michel Barnier a promis le contrôle aux frontières. Bon, rien. Bon, ok. Le Premier ministre vient de nous offrir beaucoup d'espoir grâce au courage montré face aux députés détestables et irrespectueux que sont les LFistes. Le général de Gaulle a enfin un héritier. Oh là là, allez, on arrête de lire les commentaires parce que là, enfin Josiane, franchement, Barnier, héritier de Gaulle, faut arrêter quoi, hein. C'est quand même. Écoutez, on va retenir une chose du Faut quand discours même de Michel. arrêter. Non, bah, c'est pas du tout la même carrière. Bon, allez, on arrête les commentaires. Visiblement, ils sont trop orientés sur Europe 1, j'ai l'impression. Mais j'ai quand même bien aimé la réponse de Barnier, qui a réussi à gronder Mathilde Panot, qui reste sans voix, ce qui est déjà un exploit. Plus vous serez agressif, plus je serai respectueux. Alors, c'est ce que j'ai aimé chez Barnier. Il me rappelle un acteur qui lui ressemble physiquement en plus, qui s'appelle Hirsch et qui est mort, hein, qui est mort, mais qui est un très très bon acteur, très très classe, qui a fait ses débuts notamment dans Les Tontons Flingueurs. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était le jeune amoureux dans Les Tontons Flingueurs et qui a eu une très grande carrière, hein, qui a eu une très très grande carrière. Et Barnier me le rappelle beaucoup. C'est des gens extrêmement classe, ne serait-ce que par leur visage, leur tenue et leur discours. J'ai beaucoup aimé sa réponse à Mathilde Panot. On va écouter. Alors Mathilde Panot, grosso modo, a fait un discours un peu à côté. Je vous le passe pas parce que il y a beaucoup de choses à voir et honnêtement, si je commence à vous mettre les discours de tout le monde, on s'en sort pas. Mais je vous en mettrai deux qui m'ont semblé utiles. Mathilde Panot, grosso modo, a dit que non, mais c'est pas très intéressant. Elle a grosso modo, elle a dit que le gouvernement n'était pas légitime, que c'est eux qui auraient dû être Premier ministre et que il n'était Premier ministre que par la volonté d'Emmanuel Macron. Bon, c'est ridicule. Tout manière, si les députés décident qu'il n'est pas Premier ministre, il y aura un vote de censure à un moment ou à un autre et il se fera éjecter. Donc voilà, point. Si effectivement LFI est si puissant que ça et
aussi fort que ça, eh ben, qu'il vote une censure et le gouvernement sera éjecté demain. Enfin, pas demain, mais dès que la censure sera passée. Bon, donc voilà. Donc cette partie du discours a été absolument ridicule. Et en plus, elle a dit que c'était qu'elle a été effrayée par ce gouvernement, etc. Et donc voilà la réponse que fait Hirsch. Hirsch, pardon. Que fait Michel Barnier. Madame la présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député, hein. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Et en plus, ouais, il est classe. Voilà. Voilà. Alors, c'est probablement la seule chose bien que je vous dirais sur sur Michel Barnier, parce que en dehors de ça, je pense que c'est un gros bout. Mais il est classe. Moi, ça me fait plaisir que la France soit représentée par lui. Je me dis que quand cet homme va devant des instances internationales, parle à d'autres présidents, parle même comme ça là devant les députés, eh ben ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Je ne sais pas pour vous, hein, peut-être que vous ne l'aimez pas du tout, Michel Barnier, mais moi, ça fait du bien. J'en avais marre de voir ces poissonniers, de voir ces gens qui vétupèrent, ces gens qui hurlent, ces gens qui sont sans aucune distinction. Là, on a un politique à l'ancienne. Vous voyez, je n'irai pas un De Gaulle, moi, hein, parce que franchement, je pense que ça va être nul, hein. Mais au moins, il est classe. C'est déjà pas mal. S'il pouvait, parce qu'ils sont tous nuls, si au moins il pouvait être classe, ça serait bien, quoi. On se sentirait un petit peu moins humilié. Comme disait Coluche, c'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Panot s'est comporté comme une hystérique. Cette remise en place de Barnier avec calme est succulente. Et c'est vrai que je vous mets pas l'intervention de Mathilde Panot, mais parce que vraiment après la vidéo, elle va faire 3 heures, quoi. Mais effectivement, je trouve qu'il est très bon. Excellent. Il ne faut pas s'abaisser à leur niveau, mais s'élever. Qu'on partage ou pas les idées de M. Barnier, cet échange est formidable. Intelligence et élégance d'un côté versus l'opposé. Et c'est vrai que du coup, vous voyez, Mathilde Panot, elle trouve rien à dire. Parce qu'elle n'est pas au niveau. Intellectuellement, elle n'est pas du tout au niveau de Barnier. Et même dans l'éducation, elle n'est pas du tout au niveau. Donc, elle n'a rien à dire, quoi. Et c'est ça que j'aime. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et Barnier, eh bien, il n'est pas allé. Autre intervention que je ne vais pas vous passer, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est venu nous raconter à quel point il était beau, à quel point il était intelligent. On a presque eu l'impression que c'est lui qui faisait le discours de politique générale, à quel point son gouvernement avait été merveilleux, brillant même. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Nous avons supprimé le chômage, nous avons contrôlé la dette, mais que des trucs comme ça. Et que des choses fausses, parce que je rappelle que quand même, notre Bruno Le Maire, qui est arrivé à 7%, là pour l'instant, au-dessus de 6% de déficit, alors qu'il avait parlé de 4,4 en janvier, était quand même sous la responsabilité de Gabriel Attal. Alors, si on veut regarder les choses vraiment bien,
il faut se dire que quand même la prédécessrice de Gabriel Attal et Madame Borne est extrêmement responsable. Plus, probablement beaucoup plus que Gabriel Attal lui-même. Parce que Gabriel Attal, il a fait 8 mois, je crois, on ne peut pas non plus tout lui mettre sur le dos, bonhomme. Mais il est comptable de tout ça. Et il est venu donner des grandes leçons de gestion à Michel Barnier. Et effectivement, quand vous arrivez avec la plus forte dette qu'il ait jamais eue, plus un déficit totalement abyssal et hors de contrôle, parce qu'il est quand même, je suis désolé, il a toujours fait partie des gouvernements Macron. Donc Gabriel Attal est quand même bien responsable, même s'il a été que 8 mois totalement responsable en étant Premier ministre. Mais il est quand même très, très responsable. Quand vous avez un bilan comme ça, vous vous faites petit. Mais il a voulu se faire plus grand qu'il ne l'est. Et j'ai adoré la réponse de Michel Barnier. C'est beau. Je vous le fais écouter parce que c'est beau, je trouve. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. C'est bon quand même. Je serai très attentif à ce que vous allez me donner, à tous les conseils que vous allez me donner, puisque Gabriel Attal voulait absolument donner plein de conseils à Michel Barnier. Donc je serai très, très attentif aux conseils que vous allez me donner pour régler le déficit que vous me laissez. C'est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Et on voit, au début, je serai très attentif aux conseils. Il applaudit Gabriel Attal. Il dit, regardez. Ah, regardez mes petits muscles. Regardez comme je suis beau. Et Barnier le lamine en un coup. Je trouve ça mais très, très beau. Je vous le repasse. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Prends ça dans la tête. Non, c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc je vous le dirai aussi à vous. C'est beau. Moi, je trouve ça très, très beau. Michel Barnier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donne l'impression d'un retour à la normale après une décennie d'idiots hurlants et ne sachant pas parler français à l'Assemblée. J'ai l'impression de revoir les débats politiques sérieux de mon enfance. Ça fait du bien. Et ben moi aussi, je trouve que ça fait du bien. Encore une fois, les solutions vont être catastrophiques. On va parler des solutions qu'il donne, qui me semblent... Voilà, il n'y a pas de réalité, mais je vous disais de toute manière, il n'y aurait pas de réalité dans les solutions. Mais au moins, on a... Vous voyez, il n'est pas insulté. Quand vous avez Éric Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, c'est un gars plutôt intelligent, même très intelligent, brillant, qui a l'habitude de parler. Donc on pourrait se dire, avocat, grand avocat, c'est un mec qui a l'habitude de parler. Mais quand vous aviez Éric Dupond-Moretti qui était embêté par quelque chose, il insultait. C'était très rare qu'il fasse une réponse fine. C'était généralement de l'insulte, de l'invective. Et là, pourtant, et j'ai pris Dupond-Moretti parce qu'à mon avis, c'était le meilleur. Et là, vous revenez à quelqu'un qui... C'est hyper subtil. C'est hyper subtil. C'est absolument pas insultant. Absolument pas insultant. Hyper subtil, hyper fin, hyper intelligent. Et ben j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je ne peux pas dire autrement. Il arrive à humilier Attal, mais de manière intelligente. Le seum en une image. T'en as pris plein la tête, mon coco. Bon, alors c'est peut-être pas brillant de le faire parce qu'il a besoin du coco, en l'occurrence, pour rester à son poste. Mais il a fait le calcul suivant. Les députés du gouvernement, les députés macronistes, il y a au gouvernement beaucoup de macronistes. Beaucoup de macronistes.
Si jamais, et le gouvernement est très, très difficile à monter, mais il y a beaucoup, beaucoup de macronistes. Si jamais Gabriel Attal, chef de file des députés macronistes, décide de ne pas aider le gouvernement va tomber. Et les macronistes vont perdre plein, plein, plein de ministres. Donc Gabriel Attal, il est quasiment pieds et poings liés dans cette affaire-là. Du coup, il peut lui mettre un petit peu le seum. En tout cas, c'est ce qu'il a visiblement calculé. Cette classe dans la remise en place que nous n'avions plus depuis longtemps, petit tacle tout en discrétion. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est ça qui nous manquait. Franchement, bon, alors je suis désolé. Je suis désolé de faire une première partie de vidéo à la gloire de cet homme, mais honnêtement, ça faisait du bien. Honnêtement, ça faisait du bien. Alors après, je ne vais pas vous faire écouter parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais vous aviez Laurent Wauquiez qui va dire, c'est quand même amusant d'entendre Gabriel Attal nous dire qu'il faut devoir ceux qui ont laissé filer la dette et les déficits, s'étonner ensuite des conséquences de leur légèreté budgétaire. Et donc il dit, attendez, vos gouvernements n'ont pas arrêté de laisser filer la dette, et maintenant vous dites, ah mince, il y a des conséquences. Donc là aussi, Wauquiez tacle un petit peu Attal. Bon, son discours est pas mal, mais allez, on va passer parce que sinon on s'en sortira pas. Par contre, ce qui m'a Permettez-moi donc intéressé, de vous dire et ce ici. qu'on va écouter, c'est le discours du RN. Pourquoi le discours du RN? Parce que tout le monde l'a compris maintenant, le gouvernement n'a aucun ministre RN. Il a à la limite Retailleau qui est RN compatible, mais il n'a aucun RN. Mais malgré ça, c'est le RN, par son nombre de députés, qui est le premier parti de l'Assemblée nationale, puisque le NFP n'est pas un parti, c'est une coalition de plusieurs partis. Donc le RN est le premier parti de l'Assemblée nationale. Il a de bonnes chances de continuer à progresser d'ailleurs dans la prochaine Assemblée, et il a la clé du gouvernement. C'est-à-dire que si le RN vote une censure, quelle qu'elle soit, le gouvernement est au tapis. Le gouvernement est au tapis et on change de gouvernement. Donc, le RN a totalement les clés du gouvernement. Et du coup, ça m'intéresse qu'on écoute ce que Marine Le Pen va donner comme ligne rouge. Parce que ces lignes rouges, elles ont de bonnes chances d'être écoutées par le gouvernement, qui sait que s'il veut faire adopter son budget, il n'a pas d'autre choix, aucun autre choix, que d'écouter le RN. Alors les LFI vont râler, mais les LFI, on sait qu'ils vont voter contre le budget. Les LFI, on sait qu'ils vont voter contre le budget. Donc ça ne sert à rien, quoi que soit le budget. Donc ça ne sert à rien pour Michel Barnier d'essayer de faire un pas vers les LFI. Il sait que les mecs vont voter contre lui. Donc rien à foutre. On laisse tomber. Les communistes vont voter contre. Rien à foutre, on laisse tomber. Ces gens-là, hop, quoi qu'il arrive, ils voteront contre. Donc on ne se casse pas la tête. Par contre, à partir des Verts jusqu'au RN, on a des gens qui peuvent voter pour ou s'abstenir. Et du coup, le plus gros parti de très très loin, le plus gros groupe de très très loin, c'est le RN. Et si le RN vote contre, eh bien, on aura à ce moment-là RN plus une bonne partie du NFP qui votera contre. Le gouvernement disparaîtra. Donc, il faut que le RN vote pour que le gouvernement reste en place. Et du coup, ce que dit le RN a d'énormes conséquences et est extrêmement lourd et écouté fortement. C'est pour ça que ça m'intéressait de l'écouter. Permettez-moi donc de vous dire ici avec clarté les lignes rouges sur lesquelles notre groupe pourrait fonder demain une censure. La première d'entre elles, ce sera l'évolution de la pression fiscale déjà insupportable qui pèse sur les Français et en particulier sur les classes populaires et les classes moyennes. Toute hausse d'impôts sur les plus fortunés
que l'on parle d'entreprise ou de ménage, devrait être compensé par du pouvoir d'achat rendu à nos concitoyens modestes qui travaillent et ont vu leur reste à vivre fondre depuis 3 ans. Vous avez sur ce sujet, Monsieur le Premier ministre, une opportunité majeure, sans mandat électif à défendre, ni aujourd'hui ni demain. Vous pouvez faire preuve de courage en réalisant les économies qui, de la Cour des comptes aux différents rapports publics sur le sujet, sont identifiées depuis des années. D'ailleurs, publiée fin 2023, une étude américaine évalue à 4 points de PIB les pertes causées par la suradministration en France. Nous le répétons depuis des années, vous avez l'occasion de le faire. En un mot, débureaucratiser. À l'hôpital, suradministré depuis des années, dans le portefeuille territorial. C'est amusant parce que ce thème de la suradministration, bon, j'ai l'impression que le RN le découvre, c'est un thème que je porte, moi, depuis à peu près 2 ans, où je vous dis le gros problème, notamment de l'hôpital, hein, le gros problème de l'hôpital, c'est pas l'argent qu'on y met, on y met autant d'argent que les Allemands. Donc on y met du fric, il n'y a pas de problème. On y met même, je crois, un peu plus d'argent que les Allemands, mais bon, peu importe, on y met du fric. Mais notre problème, c'est qu'on a une administration pléthorique. Je suis très intéressé de voir que maintenant, les partis politiques commencent à le regarder aussi et à le voir aussi. C'est vraiment, pour moi, alors c'est une victoire, je ne sais pas que c'est une victoire, c'est peut-être pas en regardant mes vidéos qu'ils s'en soient aperçus, mais c'est bien, je pense que ça donnera rien, mais parce que j'ai aucune confiance dans le personnel politique, mais je trouve qu'au moins, maintenant, ils en parlent. Avant, c'était tabou. Avant, vous parliez de l'hôpital, il fallait absolument augmenter les sommes données à l'hôpital. Je fais juste une petite aparté, on a augmenté de 30 milliards. 30 milliards. Les sommes données à l'hôpital sur les 12 derniers mois. 30 milliards. Mais cet été, on a vu pour la première fois des urgences fermées. En fait, le problème, c'est que vous arrosez le sable. Vous arrosez une administration qui absorbe la totalité de l'eau que vous mettez. Et les plantes ne pousseront pas. Si vous avez déjà arrosé du sable, vous apercevez bien que les plantes ne poussent pas. Il faut d'abord dégager tout le sable et arriver à la terre. Donc, il faut d'abord dégager cette suradministration que l'on a, puisque en rajoutant 30 milliards, on n'a eu rien du tout aux urgences. Et vous pouvez ajouter tout le fric que vous voulez, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Où intercommunalité et région entraînent gaspillage massif et perte d'efficacité. Dans l'éducation nationale, alourdie par une bureaucratie surnuméraire. C'est vraiment les termes, vous voyez, c'est vraiment les thèmes que je porte depuis longtemps maintenant, qui sont repris, ça y est, par le personnel politique. Le problème de l'éducation nationale, c'est pas l'argent que l'on met dans l'éducation nationale. Même chose, j'ai montré par rapport aux Allemands et aux Anglais, on met autant d'argent que les Allemands et les Anglais par élève, mais on a des profs qui sont payés moins bien et des résultats au classement qui sont moins bons, au classement international. Donc, ce n'est pas en rajoutant de l'argent à l'éducation nationale qu'on sauvera notre niveau scolaire, ça n'a rien à voir. Maintenant, à chaque fois qu'on met de l'argent supplémentaire, on arrose le sable. Il faut juste virer de l'administration. Juste ça. Mais le problème, c'est que je ne crois pas que le gouvernement le fera. Et dépassés qui empêchent les enseignants de faire leur travail. Au sein de l'État lui-même, où pullulent les agences, les comités, les organismes publics sans objet réel. Et soyez-en sûrs, nos députés seront dans cette mission non pas des obstacles, mais des soutiens si vous savez faire preuve de courage. Notre deuxième ligne rouge, ce serait l'absence du sursaut migratoire, sécuritaire et pénal qu'attendent des millions de Français. Nous vous demandons, vous qui portiez un discours si ferme sur le sujet il y a quelques années, de remettre à l'agenda dès le premier trimestre 2025 une loi immigration restrictive, reprenant à minima les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Alors, le discours ferme qu'il tenait, c'était lors de la primaire des LR, et c'était pour être le candidat LR à la présidentielle. C'était la seule fois qu'il a eu un discours ferme. Le reste du temps, Michel Barnier a toujours été un immigrationniste. Et puisqu'encore une fois,
Encore une fois, une tragique actualité a mis en lumière la question des OQTF et des laissez-passer consulaires. Je vous suggère de mettre en place une règle simple. En l'absence de laissez-passer, 0 visa. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Et deuxième règle qu'on pourrait faire pour les laissez-passer consulaires, si jamais il y a encore une résistance, parce qu'on a déjà essayé le 0 visa et ça n'a pas duré très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Mais l'autre possibilité, vous avez le 0 visa, et puis l'autre possibilité, c'est 0 transfert d'argent. C'est-à-dire vous bloquez tous les Western Union, tous les machins comme ça, qui partent de France vers ces pays-là. Moi, je vous assure qu'en moins d'un mois, dès les prochaines allocations de la CAF, je vais être mauvaise langue, ça va être réglé, quoi. Vous aurez tous les laissez-passer consulaires que vous voudrez. Aucun problème. Mais bon, je suis peut-être mauvaise langue là-dessus. Mais voilà, bon, c'était intéressant quand même de voir les lignes rouges qu'a pu mettre le Rassemblement national là-dessus. Mais encore une fois, moi, je n'y crois pas. Alors, le Premier ministre Barnier nous a dit les 2/3 de l'effort vont se faire sur les dépenses et le tiers restant va se faire sur les impôts. Vous allez écouter et vous allez voir pourquoi je ne suis pas du tout confiant. En 2025, Alors déjà, moi, je pense que ça devrait être totalement sur les dépenses, hein. Je pense que les impôts, on est le pays le plus imposé d'Europe, de très, très, très loin. Je pense que ça devrait être uniquement... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Regardez. Là, c'est une carte qui montre les pays les plus imposés. Bon, bah, on est de très, très loin. Hein, c'est l'Europe. On est de très, très loin les plus imposés d'Europe. D'après Eurostat, qui est les statistiques officielles de l'Europe. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas du tout sur les impôts qu'il faut travailler. C'est uniquement sur les dépenses. Alors, hop, pardon. On va écouter son petit discours. les 2/3 de l'effort de redressement viendra donc de la réduction des dépenses. Réduire les dépenses, c'est renoncer à l'argent madique, à l'illusion du tout gratuit, à la tentation de tout subventionner. C'est en faisant des choix avec responsabilité, et j'utilise ce mot avec gravité, que nous pourrons être capables d'investir dans des actions qui améliorent la vie des Français dans la durée. Ces choix, nous les ferons avec une attention particulière aux plus fragiles, pour qui les services de santé, d'éducation, de cohésion sociale sont essentiels. Ces choix, nous les ferons avec les collectivités locales, pas contre elles ni sans elles, en trouvant ensemble la juste part que chacun doit prendre à l'effort collectif. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une seule annonce. Il y a du blabla, mais du blabla comme ça, moi je l'ai entendu chez Gabriel Attal. Du blabla comme ça, je l'ai entendu chez Elisabeth Borne. Du blabla comme ça, moi je l'entends depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et je n'ai pas vu le moindre début de commencement de véritable économie. On dépense toujours plus, de manière complètement délirante. Donc, j'y crois pas. J'adhère totalement à ce qu'il dit, mais j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Et là, il y a quelqu'un, là, Good Value, je ne connais pas particulièrement, hein, mais qui nous explique un peu les mesures qui sont déjà faites. Bon, le déficit de la sécurité sociale devrait passer les 17 milliards en 2024. Résultat, le taux de remboursement risque de baisser, ce qui va augmenter la part couverte par les assurances qui récupéreront les prix sur vous. C'est-à-dire, première mesure de réduction sur la santé, ça va être, bah, écoutez, on va baisser la part de la sécurité sociale. Comme ça, la sécurité sociale va moins rembourser. Et votre mutuelle va prendre plus en charge. Mais vous savez bien que ce n'est, si vous écoutez la chaîne régulièrement, ce n'est jamais la vache qui paye la taxe sur le lait. Donc, en fait,
Les mutuelles, elles vont avoir un choix très simple. Soit elles vous répercutent le prix, soit elles font faillite. Donc vous doutez bien que ça va être vite vu. Elles vont vous répercuter le prix. Et en fait, l'État va comme ça vous faire croire qu'il baisse ses dépenses. Regardez comme je suis fort! J'ai baissé mes dépenses. Mais ce sont ces méchantes mutuelles qui ont augmenté vos prix. Pour vous, ça ne changera rien, hein. Vous avez payé la même somme. Mais l'État sera content de montrer, vous allez payer même plus, puisque vous continuerez à payer la même somme d'impôts, mais vous payerez plus en mutuelle. Donc pour vous, ça sera la même chose. C'est la même chose que s'il avait augmenté les impôts. Mais il pourra dire, j'ai pas augmenté les impôts. J'espère que j'ai été clair, j'ai l'impression d'avoir savonné là-dessus. Ensuite, le déficit public devra être ramené à 5% en 2025. Pour cela, le gouvernement prévoit de réduire ses dépenses, ainsi qu'une contribution exceptionnelle des Français les plus fortunés. Les impôts vont donc augmenter. Reste à savoir dans quelle mesure. Vous verrez bien si c'est vraiment les plus riches qui vont payer. Ils vont payer. On va leur mettre une taxe, fatalement. Et je vous ai montré, ceux qui ont vu ma vidéo d'hier sur Total, on a déjà 40, sur les 40 entreprises du CAC 40, il y en a déjà 5 qui se sont barrées de France. 5 entreprises sur les 40 du CAC 40 qui se sont barrées de France. Et Total est en train de travailler pour se barrer de France dans les 5 à 10 ans qui viennent. Moi, j'aimerais savoir, et vous avez 10 autres entreprises du CAC 40, 12 autres entreprises du CAC 40 qui n'appartiennent plus aux Français, qui sont majoritairement à des étrangers. Moi, j'aimerais savoir à quel moment on va réussir à vraiment gros taxer ces entreprises-là sans qu'elles partent. Il y en a déjà 5 qui sont partis. 5. Bon, on va voir. On va voir. Donc, ce n'est pas les riches et les entreprises du CAC 40 qui vont payer. Ils vont là payer de manière exceptionnelle pour vous faire passer le ticket derrière. Mais c'est vous qui allez le prendre. Pour moi, je n'ai aucun doute. Je me trompe peut-être. Création d'un livret d'épargne dédié à l'industrie. L'objectif sera de mobiliser l'épargne des Français pour réindustrialiser le pays. Pourquoi pas en espérant que le taux d'intérêt annuel dépasse les 0,5%. Bah oui, parce que le taux d'intérêt, c'est déjà important. Mais ensuite, parce que vous voyez le poids de l'industrie dans l'économie, on est très très faible, même par rapport à nos voisins. On est très très faible. La Suisse, tout le monde dit la Suisse c'est une banque. Regardez, la Suisse, elle est à 25. Nous, on est en dessous de la Suisse. Donc, il y a un vrai travail à faire sur l'industrie, mais un taux une épargne, un livret d'épargne pour l'industrie. On se fout de nous, quoi. Vous voulez faire des belles industries? D'abord, il faut arrêter toutes les bêtises écologistes. Ensuite, il faut avoir une électricité, un truc normal. Mais si vous voulez que les Français aillent dans l'industrie, il y a des actions pour ça. C'est pas la peine de créer un livret. C'est quoi le livret d'épargne? L'État va collecter de l'argent et va le donner à des industriels? Pour faire quoi? Des usines de batteries comme celle qui est en train de se casser la figure à Dunkerque? Souvenez, celle qui a inauguré il y a un an, Bruno Le Maire avec tous les flashs des caméras à Dunkerque. Elle est déjà en train de se casser la gueule. C'est à ça que ça va servir, le livret d'épargne? Mais non, si vraiment vous voulez faire quelque chose, vous faites un truc type PER où les gens peuvent acheter des actions d'industrie. Mais je pense que c'est même pas la peine. Je pense que c'est même pas la peine parce que si vous n'avez pas mis proprement ce qu'il faut dans le pays pour que les industries aient envie de s'installer, arrêtez les lois écologiques imbéciles, arrêtez de les surtaxer, et il y a un prix de l'électricité correct. Si vous n'alignez pas ces 3 choses, vous pouvez faire tous les livrets d'épargne possibles, vous allez réindustrialiser ma cash. Extension du prêt à taux zéro, ça c'est plutôt bien. Le PTZ qui devrait être accessible à l'ensemble du territoire. Ça,
c'est plutôt une bonne chose. Borne avait limité le PTZ. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les primo-accédants. Mais c'est un coût. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on me dise on va étendre le PTZ sur l'ensemble de la France, mais ça a un coût pour les finances publiques. Donc ça ne va pas dans le sens du rétablissement des finances publiques. Je suis pour le fait que ce soit sur l'ensemble de la France, pour le fait qu'on vous laisse acheter des appartements ou des maisons comme vous voulez, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça a un coût. Revalorisation du SMIC, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est une véritable blague. Revalorisation du SMIC, donc on en parle tout à l'heure parce que c'est une véritable blague. Mais le plan Barnier, c'est surtout des impôts, c'est ce que je vous disais, donc une taxe exceptionnelle. Alors ça, on n'en est pas sûr encore, parce qu'il n'a pas encore présenté vraiment son budget. Hein. Mais ce à quoi ça ressemble pour le moment, c'est taxe de 8,5% sur les grands groupes, plus de 8 milliards d'euros. Donc on va fragiliser nos ETI, et puis les grands groupes type CAC 40, bon, ils vont accepter de payer, mais c'est une indication supplémentaire pour leur patron de dire, allez, on se barre, quoi. Et si le patron de Total a attendu la semaine dernière pour confirmer qu'il voulait bien faire coter Total maintenant aux États-Unis, ce qui est la première pierre avant le bye-bye la France, il n'y a pas de mystère. Il n'y a vraiment pas de mystère sur pourquoi il fait ça. Et encore une fois, il y a 12, il me semble, entreprises du CAC 40 qui sont maintenant possédées majoritairement par des étrangers. Donc, la taxe exceptionnelle, ils vont dire OK une fois, mais s'il y en a certains qui se posaient la question, ils vont commencer à se dire, écoutez, nous, on va faire comme Peugeot, comme Citroën, comme ArcelorMittal. On va trouver des pays en Europe qui sont beaucoup plus sympas avec nous. Hein. Et ça va aller très vite. Nouvelle taxe sur les rachats d'actions, là aussi, ça va énerver. Vous voyez, je reprends l'exemple de Total. Des rachats d'actions dans les entreprises pétrolières, vous en avez sur toute la planète. Chevron, Total fait partie des 5 plus grosses entreprises de pétrole au monde. Chevron est au niveau de Total. C'est une très grosse entreprise pétrolière des États-Unis, c'est au niveau de Total. Chevron rachète maximalement ses actions. Ils n'ont pas de taxes. Là-dessus, ils n'ont pas de taxes. Que vont dire Total va se faire 47 ou 48% des actionnaires de Total, ce sont des Américains. Et tout le travail de Total, là, en allant à New York, c'est de faire en sorte que plus de 50% de ces actionnaires soient américains. Qu'est-ce que va dire le Texan? Il va dire, attends, mais si j'achète des actions Chevron, je n'ai pas de taxe sur le rachat d'actions. Et quand je suis propriétaire de Total, j'ai des taxes sur mes rachats d'actions. Bon, bah Total, on a une solution pour régler ce problème de taxes. Hein. Tu viens à Austin ou à Dallas. Et puis, problème réglé. Tu ne paieras plus de taxes sur les rachats d'actions. D'ailleurs, il y a beaucoup de taxes que tu ne paieras plus. Vous voyez, je veux dire, ces trucs-là, c'est hyper risqué. Hyper risqué. Alors là, je vous ai donné l'exemple de Total parce que pour moi, c'est vraiment l'entreprise qui, dans les 5 à 10 prochaines années, va disparaître de France. Mais l'exemple est valable sur un paquet d'entreprises hein, qui vont peut-être pas vouloir repartir aux États-Unis, qui vont juste se dire le Luxembourg, les Pays-Bas. On n'aura pas ces débilités. Donc, on part au Luxembourg, on part aux Pays-Bas. On règle le problème. Et quand je dis Luxembourg et Pays-Bas, je rappelle Pays-Bas, bah, c'est Stellantis, donc Peugeot, Renault, Peugeot, Citroën sont aux Pays-Bas. Et Luxembourg, vous avez ArcelorMittal. Et je rappelle qu'il y a 5 entreprises du CAC 40 qui ont déjà fait ce choix de partir dans des pays aux alentours de la France. Durcissement de l'écotaxe automobile. Ça va vachement aider les constructeurs automobiles parce qu'on sait bien qu'actuellement, ça se passe très très bien pour les constructeurs automobiles.
Je rappellerai juste que Stellantis a perdu la moitié de sa valeur. Que tous les constructeurs automobiles, Renault, je crois, vient de perdre quelque chose comme 15 ou 20% de sa valeur. Que tous, ils sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Et qu'ils nous disent tous que 2025 va être une catastrophe. L'adurcissement de l'écotaxe, ça va vachement les aider. Et puis l'écotaxe, c'est vous qui payez. Hein. Ça aussi, c'est bon. Petite fiscalité sur vous. Fiscalité renforcée sur les meublés de type Airbnb. OK. Donc vous allez encore en prendre plein la tête aussi de ce côté-là. Alors on a Eric Ciotti qui nous dit ce que je vous dis en fait, il n'y a rien de concret en dehors d'impôts supplémentaires. Nous ne pouvons en effet accorder notre confiance à un gouvernement qui vient d'annoncer comme première mesure et quasiment comme seule mesure l'augmentation à nouveau du fardeau fiscal. Finalement, la seule information concrète qui se trouve dans votre discours, c'est la hausse des impôts. Voilà, je suis embêté, et encore. Alors, moi, Olivier, si vous êtes... Et encore, si on se disait, nos impôts servent à quelque chose. Mais en fait, c'est ce que je vous disais, ils arrosent le sable. Et là, j'ai eu un truc que j'ai entendu de Cyril Hanouna que je trouve tout à fait juste. Je vous le fais écouter. Alors, moi, Olivier, si vous êtes intelligent, contrairement à pas mal de gens que je fréquente, moi, vous m'avez pointé du doigt tout à l'heure, vous avez dit, Cyril, les impôts vont augmenter pour vous. J'ai aucun problème Et vous l'avez toujours à dit. ce que les impôts augmentent. Je suis extrêmement content. Seulement, j'aimerais qu'on me dise, voilà, ce que tu as donné, eh bien, ça va servir à, je sais pas, 1000 personnes qui, au lieu de gagner le SMIC et avoir une augmentation de 2%, vont avoir, je sais pas moi, 200 € en plus par mois. Normalement. Surtout que l'augmentation du SMIC, c'est une rigolade. Déjà, 2%, ça fait moins de 30 €. Ensuite, je reste à dire que ce n'est pas au gouvernement de fixer les salaires, mais bon. Ça représente moins de 30 € par mois. Et ensuite, c'est juste ce qui devait arriver en janvier qui va arriver en novembre. Donc, c'est juste 2 mois d'avance. C'est de la rigolade. Ça devrait se passer comme vous mais le dites. moi, c'est ça que je voudrais. C'est ce qu'on appelait le ruissellement. Je suis désolé, Olivier. Moi, Mais quand je vois qu'ils vont avoir 30 €, des personnes qui sont étranglées. 27 €. Ils vont même pas les avoir, mais Cyril. Mais je sais, ils vont même pas les avoir. Et ça concerne 3 300 000 personnes. Mais en ça me France. rend fou. Olivier, demain, on me dit, voilà, on va augmenter tes impôts de temps. Mais voilà ce que ça mais va. Voilà, Oui, mais tu vas avoir, je te dis n'importe quoi, 1000 ou 100 personnes qui vont avoir 300 € de plus par mois des personnes qui viennent. Et je dis, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais là, on va augmenter les impôts. On ne sait pas où ça va aller. Rien ne va aller. Et les personnes, que j'ai envie d'aider, les personnes qui travaillent, qui se réveillent tôt, qui gagnent le SMIC et qui vont avoir 27 € de plus, c'est même pas 27 € de plus. C'est honteux, je suis désolé. J'en ai marre de voir des Français qui galèrent, qui travaillent et qui galèrent et qui sont malheureux. Ça me rend fou. Je veux payer tout ce qu'ils veulent, voilà, avec plaisir. Je veux payer, voilà. Mais je veux aider les Français. Je veux aider les Français directement. Qui est maire d'une ville, banlieue parisienne très populaire, me dit il va y avoir des émeutes de la faim bientôt. Ça ne passe plus. Bien sûr. Ça ne tiendra pas. Bon, je ne sais pas s'il y aura des émeutes de la faim, mais en fait, on arrose le sable. On arrose le sable avec ses impôts. Et c'est pour ça que j'en ai marre quand on est toujours les mêmes trucs. Vous voyez, la seule chose concrète qu'il a annoncée, c'est des impôts. Les réductions de dépenses et tout. Je suis désolé, les précédents aussi nous ont dit on va faire attention. Depuis Sarkozy, vous savez, Sarkozy nous avait fait une revue générale des politiques publiques. En fait, ils revoient Macache, ils font un dossier. Le dossier, il sert à caler des étagères. Par contre, vous piquez du fric, ça, ils savent le faire. Et pour ça, ils ont une efficacité fantastique. Et les impôts, ils arrosent le sable. Ils servent à rien, comme je disais pour l'hôpital, comme je disais pour les écoles. Ça sert à rien. Alors celui-là, je vous ai déjà montré. Mais finalement, quand on voit la méthode Barnier, c'est écoute, respect, dialogue et taxation. Voilà. Écoute, respect, dialogue, taxation.
C'est encore vers ça qu'on va. Et ça ne servira encore à rien. Enfin si, excusez-moi, ça sert à quelque chose comme la taxation, parce que ça sert à nos amis de faire ce genre de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est Versailles. Hein, c'est Versailles où il y a Mick Jagger, on lui a offert le repas, Mick Jagger, il est content. L'actrice, là, je ne me rappelle plus son nom, on lui a offert aussi un superbe repas, elle aussi, merveilleux. Tous ces gens, franchement, il a besoin qu'on lui offre à manger, cet homme-là. Non? Alors, il est très sympathique, mais est-ce que vraiment, c'est normal que vos impôts et les impôts supplémentaires lui offrent un repas? Il est très sympathique, hein, ne disons pas le contraire. Puis regardez, hein, c'est pas vraiment des couverts McDonald's, hein, on est d'accord. Et donc ça, c'est Madame Brigitte Macron, Monsieur le Président de la République, qui invite, en l'honneur de Charles III, eh bien, plein d'invités. Mick Jagger. Alors moi, je sais, on invite Charles III, il faut bien le recevoir. Est-ce qu'on est obligé d'inviter Carole Bouquet, je me suis rappelé de son nom, Carole Bouquet, Mick Jagger, etc. Parce que Mick Jagger, pas même pas lui, le symbole de la France, hein. Est-ce qu'on est obligé d'inviter tout le monde pour le dîner de Charles III? Donc oui, vos impôts vont être utiles. Parce que moi, je vous assure, mais je vous assure, que notre petit président, là, il ne va pas du tout, j'y petit par rapport à la taille, hein, par rapport à Charles III, par rapport à d'autres choses aussi, mais je vous assure que ce genre de choses, vous allez continuer à le voir. Ça, on ne va pas le couper. Ça, on ne va pas dire, non, mais c'est fini, écoutez, on reçoit Charles III, mais on va le recevoir comme il faut, très proprement, mais les invités, ça va être le patron du Sénat, le patron de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président de la République, leurs épouses respectives, et puis en face, on aura le roi, la reine, enfin, ou je ne sais plus comment on l'appelle la reine, et point barre, quoi. On n'a pas besoin de le recevoir fatalement avec les actrices et les acteurs auxquels notre président a envie de serrer la main et avec qui il a envie de faire un selfie. Voilà. Je trouve qu'on peut, on n'est pas obligé pour bien recevoir Charles III, de le recevoir dans ces conditions-là. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je trouve que c'est un monarque de merde. Mais, excusez-moi. Mais, mais voilà. En fait, ce qui est terrible, c'est que, vous voyez, les restrictions, ça va être pour vous. L'assurance maladie, les mutuelles qui vont augmenter, les impôts qui vont augmenter, parce que vous êtes certain que vos impôts vont augmenter. Vous avez vu au début de la vidéo, hein, si on veut revenir à l'équilibre, il faudrait augmenter l'ensemble des impôts, tous les impôts, les multiplier par 2. Donc vous doutez bien que ce n'est pas en allant chercher 8 milliards sur les grosses entreprises qu'on va changer quoi que ce soit. Il nous en manque 173 milliards. Il nous manque 173 milliards. Vous vous doutez bien que ce n'est pas 8 milliards piqués à des grandes entreprises qui ne pensent plus qu'à une chose, c'est se barrer, que ça va changer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. C'est vous qu'on va venir tondre doucement. Et ce qu'ils vont appeler des économies, ça va être des économies sur la sécurité sociale. Elle va moins dépenser, du coup c'est les mutuelles qui vont plus dépenser, du coup c'est vous qui allez payer au bout du compte votre mutuelle plus cher. Ça va être ça les économies qu'ils vont trouver. En tout cas, moi, c'est comme ça que je sens les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai beaucoup, encore une fois, j'ai trouvé que c'était le bordel. J'ai bien aimé la personnalité de Michel Barnier. Je le trouve classe et je suis fier de lui comme Premier ministre. Par contre, je n'ai aucune illusion sur les résultats. Ça va être des sous-sous qu'on va venir chercher dans nos popoches pour assurer le train de vie de nos élus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur l'onglet boutique de la chaîne YouTube ou alors vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et là, vous allez trouver des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des sweatshirts, des vêtements, des affaires de sport, des casquettes, des bonnets, des sacs de sport, des gourdes, des glacières. Il y a 90 produits différents, 5 logos différents, donc vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et si vous voulez juste faire un petit don, vous achetez un magnet, un stickers, ça coûte quasiment rien, ça vous fait un souvenir et ça aide la chaîne. Et la chaîne, elle a besoin d'être aidée, notamment, alors
je ne vais pas crier famine non plus, il ne faut pas exagérer, mais honnêtement, j'ai une vidéo sur 3 maintenant qui est démonétisée quand je la mets en ligne, parce que dès que j'attaque des sujets polémiques, on a un algorithme qui n'aime pas ça et qui fait en sorte de démonétiser ma vidéo 5-6 jours, histoire de bien m'apprendre les vidéos qu'il faut mettre et celles qu'il ne faut pas mettre. Du coup, ça m'aide bien quand vous allez sur la boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci donc à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.